Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge au cœur d'un des événements les plus marquants de l'histoire, un véritable séisme qui a redéfini le monde, la Révolution française. Alors la question est simple. Comment un pays comme la France, une monarchie absolue, a-t-il pu s'effondrer et basculer dans une décennie de révolution totale, de 1789 à 1799? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Parce que ce bouleversement, il n'a pas seulement changé la France, il a changé le monde. Et pour commencer, regardez cette image. C'est la prise de la Bastille. C'est l'un des moments les plus iconiques. Il faut bien comprendre, la Bastille, ce n'était pas qu'une simple prison. Non, c'était le symbole de l'oppression, du pouvoir absolu du roi. Et quand elle tombe, le 14 juillet 1789, c'est bien plus qu'une révolte. C'est l'étincelle. L'étincelle qui va embraser tout le pays. Ça nous amène à la question centrale, la vraie question. Qu'est-ce qui peut bien pousser tout un peuple à se soulever, à vouloir détruire un ordre social qui existait depuis des siècles? Comment un royaume aussi puissant en apparence a-t-il pu s'écrouler comme ça? Eh bien, les raisons sont multiples, elles sont profondes, et c'est justement ce qu'on va démêler. Pour tout comprendre, il faut remonter un peu en arrière. Il faut qu'on parle de ce qu'on appelle l'Ancien Régime. Imaginez une société française juste avant 1789, construite sur des inégalités profondes. C'était, pour faire simple, une véritable poudrière. Il ne manquait plus que l'allumette. À l'époque, la société était divisée en trois groupes bien distincts, les fameux trois ordres. On avait d'abord le clergé, ceux qui prient, ensuite la noblesse, ceux qui combattent, et enfin le tiers-état. Eux, ils faisaient tout le reste. Et surtout, ils payaient pour tout le monde. Et là, attention, le déséquilibre est juste hallucinant. Le tiers-état, c'était 98% de la population. 98%. C'est quasiment tout le monde. Et pourtant, cette immense majorité n'avait quasiment aucun pouvoir et aucun privilège. C'est fou quand on y pense. Le système était donc profondément injuste. D'un côté, on avait les 2%, le clergé et la noblesse, qui occupaient les postes les plus importants, vivaient dans le luxe et surtout ne payaient quasiment pas d'impôts. Et de l'autre côté, les 98%. Eux, ils n'avaient aucun pouvoir politique, mais portaient tout le poids financier du royaume sur leurs épaules. Paysans, artisans, bourgeois, tout le monde y passait. Mais attention, ce n'était pas juste une question d'inégalité. Le problème était encore plus profond. En fait, le système tout entier craquait de partout. L'État était au bord de la faillite. On avait aussi une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, qui devenait de plus en plus riche, de plus en plus éduquée, mais qui était complètement mise à l'écart du pouvoir politique. Imaginez la frustration. Et pour couronner le tout, de nouvelles idées circulaient partout. Des idées de liberté, d'égalité, partaient par les philosophes des Lumières. Alors on a ce contexte tendu, cette poudrière. Voyons maintenant quelle a été l'étincelle. Qu'est-ce qui a fait que tout explose à ce moment-là précisément? En fait, c'est une succession de crises qui va tout accélérer. D'abord, il y a la Révolution américaine. La France a aidé les Américains, mais ça a coûté une fortune et a vidé les caisses. Ensuite, le roi a bien essayé de faire des réformes, notamment pour que les nobles payent des impôts, mais ils ont tout bloqué. Et comme si ça ne suffisait pas, en 1788, un hiver terrible, de mauvaises récoltes. Et le prix du pain, la base de l'alimentation, s'envole. La colère monte. Et cette phrase, elle est simple, mais elle dit tout. Le roi dépensait beaucoup d'argent. Il y avait aussi de mauvaises récoltes et le pain était très cher. Les gens étaient fâchés. Voilà, on a le cocktail parfait. Un État en faillite d'un côté et un peuple qui a faim de l'autre. La situation était devenue explosive, tout simplement. C'est là que tout bascule. Le blocage politique est total. Le roi ne décide rien, les privilégiés refusent de bouger, alors le tiers-État va faire quelque chose d'inouï. Il va décider de prendre les choses en main tout seul. Et la rupture, elle se fait en plusieurs étapes clés. Première étape, un coup de force politique. Le tiers-État se proclame Assemblée nationale. En gros, ils disent « c'est nous, le peuple, qui représentons la nation ». Deuxième étape, ils font le serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné une nouvelle constitution à la France. Et troisième étape, la plus célèbre, le peuple de Paris prend la Bastille. Et là, le rapport de force change complètement. Et les conséquences vont être radicales. C'est un véritable tremblement de terre. La monarchie, vieille de plusieurs siècles, est tout simplement abolie. Fini. Le roi Louis XVI est même arrêté, jugé, puis exécuté en 1793. À ce moment-là, c'est clair, il n'y a plus aucun retour en arrière possible. À la place de la monarchie, la France met en place quelque chose de nouveau, la République. C'est quoi une république? C'est un pays qui est gouverné par des gens élus, pas par un roi qui hérite du pouvoir de son père. Le pouvoir ne vient plus de Dieu, il vient du peuple.
Mais il ne faut pas idéaliser. La Révolution a aussi eu des phases très sombres, très violentes. C'est ce qu'on a appelé la terreur. Pendant cette période, la paranoïa s'installe et des milliers de personnes considérées comme des ennemis de la Révolution sont envoyées à la guillotine. C'est un chapitre beaucoup plus noir. Finalement, après une décennie de chaos, de guerre, d'instabilité permanente, un homme va mettre fin à tout ça. Un jeune général militaire qui a remporté de nombreuses victoires, Napoléon Bonaparte. C'est lui qui va clore la Révolution. Bon, maintenant qu'on a vu le déroulé des événements, la vraie question c'est qu'est-ce qu'il en reste? Au-delà du chaos et de la violence, quel est l'héritage de la Révolution? Et surtout, pourquoi est-ce que ça nous concerne encore aujourd'hui? L'héritage le plus connu, le plus puissant, il tient en 3 mots que tout le monde connaît: liberté, égalité, fraternité. Cette devise va dépasser les frontières de la France. Elle va devenir une source d'inspiration pour tous les mouvements démocratiques à travers le monde. Pour bien mesurer le changement, il faut voir le avant-après. Avant 1789, on avait une monarchie absolue où le roi avait tous les pouvoirs. Après, on a l'idée de la démocratie, de la République. Avant, on avait une société d'ordre où la naissance décidait de toute une vie. Après, on parle de citoyens égaux devant la loi. Ce n'est pas juste un changement, c'est une refondation complète de la société. Et c'est un événement tellement immense, tellement complexe, que même aujourd'hui, on continue d'en débattre. Comme le dit cette citation, depuis 2 siècles, chaque époque a un peu réinterprété la Révolution à sa manière, en y projetant ses propres angoisses, ses propres espoirs. C'est bien la preuve qu'elle nous parle encore. Ce qui nous amène à une toute dernière réflexion pour la route. Ces fameux idéaux de 1789, la liberté, l'égalité, comment est-ce qu'ils définissent encore notre monde, nos droits, nos débats aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire être libre et égal en ce début du XXIe siècle? C'est une question qui finalement reste toujours d'actualité.